Bonjour. Aujourd'hui, on va parler des process qualité Symfony. Je ne sais pas ce que vous pourrez en retenir, ce qui vous intéressera, vous me direz à la fin. Je pense que chacun peut éventuellement réfléchir à chaque fois comment ça s'applique et comment les process qu'on met en place dans Symfony peuvent s'appliquer. Moi, je sais qu'il y en a certains qu'on applique sur Blackfire, donc j'imagine qu'il y en a peut-être d'autres, ou même les mêmes, que vous pourriez réutiliser sur vos projets et dans vos entreprises. Je vais tenter un petit truc, j'ai déjà fait ça une fois, ça a marché. Il y a ce site slido.com qui propose un espace sur lequel on peut poser des questions. Et c'est sympa, à la fin, du coup, je vais afficher cet écran et puis lire vos questions, si jamais il y en a. On verra si ça marche. Vous me direz. Donc voilà, éventuellement, si vous voulez y aller, vous pouvez. Donc Nicolas Grécas, je m'occupe de Symfony, de Blackfire. Je ne vais pas m'attarder parce que Hamza a déjà fait le boulot. Bonjour, je suis ravi d'être là. C'est vrai que c'est ma 6e conférence. J'ai commencé en 2009 avec un sujet une conférence que je ne referai pas de la même façon du tout. Mais je vais essayer que ce ne soit pas le cas pour celle-ci. Alors, c'est parti. Les slides sont en anglais, mais je vais vous faire la traduction. La qualité, c'est quelque chose dont on parle beaucoup. Vous savez, on dit est-ce que ce code est de qualité ? Le point d'aujourd'hui, c'est aussi de vous dire que la qualité ou un code de qualité, pour moi, c'est quelque chose qui veut vraiment pas dire grand-chose. Ce qui compte, c'est la façon dont le code évolue. Et c'est ça qu'on appelle la qualité du code. C'est tous les process qui font que demain, vous serez à même de mettre à jour ce code, de le modifier, de le maîtriser, et travailler en équipe, d'accueillir des nouveaux sur la base de code. Pour moi, c'est ça, la qualité du code. C'est un code qui vit, et pour vivre, il y a besoin d'une gymnastique dont on va parler un petit peu sur le cas Symfony. Alors, le premier et le plus important, c'est Git, évidemment. On utilise Git et donc GitHub pour gérer notre code. On a un seul repo, un repo monolithique, qui est sur github.com Symfony. C'est la référence. Et il faut savoir que le premier process qu'on utilise, c'est ce qu'on appelle le subtree splitting. Donc le subtree splitting, ça consiste à découper chacun des 48 dossiers. Alors le nombre, je ne sais pas, mais à une époque, c'était 48 dossiers qui sont dans le dossier SRC Symfony du repo sur Symfony. Et on a un robot qui découpe chacun de ces dossiers en autant de repositories indépendants sur GitHub aussi. Donc si vous allez sur github.com/Symfony, vous allez voir qu'il y a Symfony/HTTP kernel, HTTP Foundation, routing, event dispatcher. Je ne vais pas faire les 48, mais vous avez compris. Le principe, c'est que chacun de ces repos, si vous les regardez, ils ont l'air d'être des vrais repos indépendants, avec un historique complet, des contributeurs. Il y a juste un petit truc qui vous dit, attention, c'est différent, c'est qu'il s'est marqué read-only dans la description sur GitHub. Ne vous trompez pas, c'est pas là-dessus qu'il faut faire des bug reports, c'est pas là-dessus qu'il faut soumettre les contributions, c'est bien sur le repo principal, et ensuite il y a un robot qui va se charger de découper ça en autant de petits repositories. C'est un process qu'on utilise sur Blackfire. Sur Blackfire, on a un repo sur lequel on commit tous nos codes, et ensuite ce code est découpé automatiquement en plein de petits bouts. Un bout pour l'extension C, un bout pour l'agent en Go, un bout pour le front, un bout pour je ne sais plus quel autre bout on a, mais voilà, on a des petits bouts qui sont ensuite des choses qu'on peut gérer en termes de CI, en termes d'intégration de façon indépendante pour le déploiement, pour le versionning, ce genre de choses. Deuxième process, évidemment très important, on parle de code, mais ce qui compte, c'est les gens. Donc les gens, là, il y a un concept dont vous avez déjà entendu parler, évidemment, c'est la core team. Donc la core team, aujourd'hui, c'est 14 personnes, je les ai mis là, qui savent particulièrement bien et connaissent particulièrement bien tout ce dont je vais vous parler. Et leur job principal, c'est d'assurer que tous ces process, on ne les oublie pas, que les nouveaux contributeurs, on leur explique, qu'on soit pédagogue sur comment ça marche Symfony, comment est-ce que les contributions sont faites. Éventuellement, ils font du code aussi, et c'est d'ailleurs souvent comme ça qu'ils sont devenus core team members. Mais in fine, quand vous êtes core team member, le job, c'est d'assurer que tout ce que je vais vous raconter marche bien. Donc en gros, à la fin de la conf, normalement, tout le monde pourrait être core team member, si vous avez tout compris, et les implications, et ce genre de choses. Donc ça, évidemment, il faut le vivre un petit peu, mais dans le principe, c'est juste ça. Évidemment, il y a plein de standards et plein de règles, donc je vais vous lancer des mots comme ça qui cachent derrière les concepts. Donc le semantic versioning, je pense que tout le monde est habitué, tout le monde a lu ou entendu parler de ce truc-là. C'est quelque chose qui vient pas de PHP, quelque chose qui vient du monde du web, on va dire. C'est ce qu'on utilise pour numéroter les versions de tous nos paquets. Donc il y a 3 numéros, 3.4.0 par exemple. C'est 3, c'est la version majeure. Donc ça, c'est un truc qu'on va changer uniquement
lorsqu'on fait une rupture de compatibilité. Donc vous enlevez du code, vous enlevez une interface publique. Typiquement, c'est le moment de changer ce numéro-là. Le numéro mineur, donc ça c'était 3, maintenant c'est 3.4. Le point 4, c'est ce qu'on appelle le numéro mineur. Celui-ci, on va le changer à chaque fois qu'on rajoute ou qu'on fait une release avec des nouvelles versions, des nouvelles features. Des nouvelles features ou des deprecations, donc du code déprécié pour lequel on va dire dans la prochaine version majeure, ce truc-là, on va l'enlever. Ce qui veut dire que dans les versions majeures, ça n'est pas là qu'il y a les nouvelles features. Les nouvelles features, c'est pas avec 4.0. Kevin en a parlé hier. Les nouvelles features, c'est avec 3.4, 3.3, 3.2, dans l'autre sens plutôt. Et ensuite, évidemment, le dernier numéro, lui, on va l'incrémenter à chaque fois qu'on a des releases qui fixent des bugs sans rajouter de features particulièrement. Ensuite, on a rajouté une règle dans Symfony, c'est qu'on fait nos releases de façon cadencée. C'est très important parce que ça permet ensuite aux gens qui utilisent Symfony de se caler sur le rythme de release qu'on fait. Donc les gens qui vont utiliser Symfony, et sur ce thème-là, je vais penser à Drupal par exemple. Drupal, ils ont adopté également du versionning cadencé, parce que de cette façon-là, ils peuvent se synchroniser sur Symfony, et donc les prochaines versions de Drupal vont sortir avec les nouvelles features qu'on aura par ailleurs releasées avant. Je pense à PHPBB aussi, qui va caler ses releases, ou qui en a calé certaines sur les releases de Symfony. Et de la même façon, vous, derrière, dans vos entreprises, vous pouvez planifier que tous les 6 mois, vous ferez du boulot de mise à jour de Symfony, parce que vous savez que tous les 6 mois, il y a une nouvelle release de Symfony. Alors je dis tous les 6 mois, mais en réalité, tous les mois, on a une patch release. Donc tous les mois, on a en gros au début de mois, on sort une nouvelle version de Symfony qui fixe des bugs, et uniquement des bugs. Tous les 6 mois, on sort une version mineure. Une version mineure, ça veut dire des nouvelles features. Donc là, la prochaine, c'est à la fin du mois de novembre. Et tous les 2 ans, et là, on est à la fin d'un cycle de 2 ans, tous les 2 ans, on va sortir une nouvelle version majeure. Donc la prochaine, c'est la version 4. Quand je dis tous les 2 ans, on n'a aucune expérience là-dessus. C'est la première fois qu'on finit un cycle de 2 ans. Mais maintenant, on se dit que, voilà, tous les 2 ans, et ça va durer, on ne sait pas trop combien de temps, mais je peux vous dire quand sortira Symfony 5, ça sera en novembre 2019. Voilà. Puis Symfony 6, on peut continuer comme ça. Donc si vous vous posez cette question, vous avez la réponse. Il y a même... ouais, je verrai après, c'est les slides d'après. Évidemment, il y a des cas exceptionnels. Les cas exceptionnels, c'est tout ce qui est sécurité. Là, le problème de sécurité, quand on nous prévient, quand on a le patch de près, bah, on fait la release. Et puis, tant pis pour la semantic versioning. Éventuellement, si on est obligé de casser la compatibilité, on le fera s'il n'y a pas le choix. Ensuite, chaque version sortie a une date de péremption. Donc la date de péremption pour les versions standards, c'est 8 mois. 8 mois pendant lesquels vous allez pouvoir bénéficier de bug fixes, donc tous les mois, récupérer des bugs fixes. Il y aura 14 mois pour les problèmes de sécurité éventuels. Et puis, on a aussi ce qu'on appelle les LTS, les Long Term Support Release. Celles-ci, elles sont supportées pendant 3 ans. La prochaine, c'est la 3.4. Et l'actuelle, c'est la 2.8. Il y a aussi la 2.7 pour des raisons historiques. Donc 2.7, 2.8 sont des LTS, on va dire 2.8. Et 3.4, c'est la prochaine. De cette façon-là, dans vos projets, dans vos entreprises, ou plutôt pour les entreprises qui ont des process qualité aussi, qui vont préférer la stabilité sur les nouvelles features, ils vont pouvoir choisir une LTS et puis ensuite être sûr que pendant 3 ans, ils auront tous les mois des bugs qui vont arriver gratuitement. Merci la communauté. Pour vous permettre de bouger tous les mois et de suivre en fait les évolutions de toutes les releases, on va rajouter un document technique qui va être l'application, la mise en œuvre du semantic versioning en PHP sur Symfony, qu'on appelle la Backward Compatibility Promise, qui est un document que vous pouvez consulter, qui en gros dit que vous devriez pouvoir et vous devez pouvoir migrer d'une version mineure à une autre de façon la plus smooth possible. Donc en gros, on ne doit pas casser vos applications quand on passe de 3.0 à 3.1, à 3.2, à 3.3, à 3.4, et on s'arrête parce que c'est la dernière du cycle. Donc pour une même version majeure, normalement, vous pouvez commencer en 3.0 et puis tous les 6 mois, passer à la suivante, et ça devrait être smooth, ça devrait être continu. Comment ça marche en pratique, pour vous dire, parce que là c'est la promesse, mais techniquement, ça consiste à dire, en gros, que toutes les interfaces au sens large, publiques et protégées, qui sont autant de points d'extension que vous pouvez utiliser, ou des API que vous pouvez utiliser, tout ce qui est public ou protégé, on n'a pas le droit d'y toucher. On n'a pas le droit d'y toucher au sens retirer, ajouter des arguments sur des interfaces, ajouter des nouvelles méthodes dans des interfaces, en retirer. Voilà. On n'a pas le droit de faire ça pour tout ce qui est public et protégé. Évidemment, nous, la réaction
face à ça, c'est qu'on va essayer de privilégier tout ce qui est privé, évidemment. Moins on en expose, moins on a de couverture à apporter sur ce truc-là. Évidemment aussi, Symfony étant un framework, le but c'est de vous permettre de faire des choses, donc si on ferme tout, on a un problème. Voilà, donc du coup c'est une balance, c'est un équilibre permanent qu'on cherche à avoir entre, vous savez, ce principe open-closed. Voilà, c'est l'application de ça sur Symfony. Une autre chose, alors ça c'est aussi un effet technique, c'est que dans PHP pour le coup, ils ont mis des warnings, des trucs stricts qui sont déclenchés à chaque fois que vous ne respectez pas le principe de substitution de Liskov, qui consiste à, en gros, permettre à une classe dérivée de se comporter comme la classe de son parent, en tout cas d'un point de vue interface. Voilà. Et il se trouve qu'en PHP, si vous ne respectez pas ce principe, l'engine va vous sortir des notices. Ça tombe bien, nous, à chaque fois qu'un changement d'interface déclencherait éventuellement une notice par l'engine PHP, on dit ça c'est interdit. Et dans le détail, voilà, il y a un document symfony.com/bc qui vous liste comment ça fonctionne. Donc ça marche au sein d'une même version. Alors il y a des cas, et il y a des exclusions, je vous ai parlé de tout ce qui est privé, mais tout ce qui est privé, c'est pas suffisant, parce qu'il y a aussi des choses qu'on doit mettre publiques pour des raisons techniques, mais qu'on préférerait ne pas vous donner au sens de cette promesse de rétrocompatibilité. Donc ce qu'on fait, c'est qu'il y a des classes, et je vous invite à regarder, et quand vous voyez ce tag dans les docblocks sur les méthodes ou sur les classes, @internal, ça veut dire pas touche, c'est pas pour vous. De la même façon, @final, c'est une variante de @internal. @final, ça dit vous pouvez l'utiliser, mais vous ne pouvez pas dériver. Vous ne pouvez pas spécialiser cette méthode ou cette classe par héritage. Donc de cette façon, nous, ça nous permettra, par exemple, dans Symfony 4, où on a une base PHP 7, ça va nous permettre de rajouter des types int tranquillement, sans casser éventuellement des classes qui pourraient dériver de nos classes de base, parce que si vous le faites, c'est votre problème, c'est plus le nôtre, on n'acceptera aucun bug report sur des choses qui sont marquées @internal ou @final, et si on a cassé votre application, c'est parce que vous avez pris la responsabilité de faire ça. C'est pas suffisant, parce que là, on parle d'un process qui marche au sein d'une même version majeure, mais Symfony 2, Symfony 3, Symfony 4 sont des numéros majeurs, autrement dit, des versions qui sont incompatibles les unes avec les autres. Et c'est pas cool de vous demander tous les 2 ans de réécrire complètement votre application. Vous savez, Symfony 1, Symfony 2, c'est pas du tout la même chose. Ça aurait pu avoir un nom différent. Il se trouve que depuis Symfony 2, c'est la même chose. Grosso modo, c'est la même chose. On a juste retiré du code, donc on a cassé des choses, évidemment. Mais pour vous permettre de migrer de façon continue, on a créé cette chose qu'on appelle donc un chemin de migration continue, qui devrait vous permettre, de façon fléchée, qui devrait vous permettre de migrer et donc tous les 2 ans d'être sur la dernière version, ce qui veut dire bénéficier des bugs pendant très longtemps et des nouvelles features au fil de l'eau. Alors en pratique, ça c'est quelque chose qui n'est pas évident, mais la première base technique ou la première base en termes de process du chemin de migration continue, c'est qu'on doit créer un chemin qui vous permet d'évoluer en ne changeant qu'un seul composant à la fois. Qu'un seul composant de l'infrastructure. Symfony est un composant de votre infrastructure. La version de PHP 7.1, 7.0, 5.5, 5.6, c'est un composant de votre infrastructure. Votre OS, c'est aussi un composant de votre infrastructure. Vous passez de Linux à Windows, à Mac éventuellement, ou alors de Windows 7 à Windows 10, ou alors de Mac OS 10 à Mac, etc. Donc ça, c'est un composant de votre infrastructure. Et ce qu'on veut, c'est que si vous avez une application aujourd'hui qui fonctionne sur une combinaison de ces 3 choses, vous devriez être capable de ne changer qu'une seule de ces choses à la fois, vous stabiliser, et puis ensuite changer une deuxième et une troisième, mais jamais vous forcer à changer 2 choses à la fois. Et pour cette raison-là, on a une politique qui consiste à considérer chaque nouvelle version de PHP, ou le support de chaque nouvelle version de PHP, comme étant un bug fixe. Autrement dit, Symfony 2.7 qui est sorti il y a plus de 3 ans, Symfony 2.7, quand PHP 7.2 est sorti, ou quand PHP 7.1 est sorti, etc., on a considéré que c'était un bug fixe de le faire marcher, ou de faire marcher ce vieux Symfony sur les nouvelles versions. De cette façon-là, vous êtes capable, sans changer la version de Symfony, de changer la version de PHP. Un seul composant à la fois. Et de la même façon pour les OS. Windows 10 est sorti avec ce truc, le Ubuntu, le Bash intégré. C'est pareil, le support du Ubuntu Bash intégré dans Windows 10, ce truc-là, ça marche en Symfony 2.7, de telle sorte que vous puissiez bouger là-dessus sans bouger la version de Symfony.
Évidemment, la quatrième partie, c'est la contrepartie nécessaire pour ne pas vous forcer à changer à la fois l'OS et à la fois la version de Symfony plutôt et à la fois la version de PHP, c'est que quand on choisit une version minimale dans un Symfony 3, eh bien, on va garder cette même version minimale de PHP pendant tout le cycle de la version 3. Donc, version 3.0, on a choisi 5.5, eh bien, on est collé avec 5.5 en version minimale jusqu'à la 3.4 qui va sortir maintenant, même si on peut dire que la 5.5 est obsolète, pour vous permettre et pour permettre à tout le monde de bouger à son rythme et surtout une chose à la fois, ce qui est une garantie de stabilité ou de migration continue, on va se forcer à faire ça. Donc, la prochaine version, Symfony 4, il y aura une version minimale qui sera à 4.1. Comme ça, on partira sur une base qui nous permettra d'utiliser des nouvelles features du langage, ce qui est toujours sympathique. Ensuite, il y a un autre corollaire ou un autre principe sur le chemin de migration continue, c'est que toutes les cassures de compatibilité qu'on planifie ou qu'on va mettre dans la prochaine version, dans 4.0, doivent au préalable vous être notifiées. Vous devez savoir que telle méthode, telle classe va être retirée avant que ce soit retiré. Ce qui est très différent de dire, bon bah c'est pas grave, on a le droit de tout casser parce que Semantic Versioning nous dit qu'on a le droit de casser finalement. Donc je vais juste virer une classe et puis après quand vous allez migrer, pouf, ça va exploser. Vous allez vous retrouver avec des erreurs fatales. Personne ne vous aura jamais dit que ça sera une surprise et une découverte que vous aurez à faire, que vous auriez eu à faire sinon, si on n'avait pas eu ce principe, pour migrer à la prochaine version. Donc là, de cette façon-là, on s'assure qu'en 3.4 en particulier, vous serez au courant avant de migrer à Symfony 4 qu'il y a des choses à fixer pour y arriver. Donc, pour vous permettre de faire ça, on va s'assurer que la dernière version qui déclenche toutes les deprecation notices est réalisée exactement le même jour que la prochaine version majeure. Donc 3.4 et 4.0 sortent fin novembre, même date. Ce jour-là, vous pouvez migrer sur 3.4 parce que j'imagine que vous êtes déjà en 3 quelque chose. Vous pouvez migrer en 3.4, vous pouvez fixer toutes les notices de dépréciation et vous pouvez passer en 4.0. Il y a des petits détails qui vont faire qu'en réalité, c'est un peu plus compliqué, mais le principe, c'est celui-ci. Les choses plus compliquées, c'est les vendors et ce genre de choses qui, eux, n'auront peut-être pas encore fixé les deprecations. Donc peut-être que ce sera le moment, ou ça va être le moment, en tout cas cet hiver, d'aller faire des pull requests sur l'écosystème autour de Symfony pour leur permettre d'être compatibles aussi avec Symfony 4 et de ne pas utiliser des trucs qu'on a retirés, pour le coup, dans Symfony 4. Mais pareil, il y aura aussi des notices de dépréciation pour ces trucs-là. Évidemment, vous savez aussi, vous avez la toolbar, donc je vous invite à l'utiliser. La toolbar Symfony, c'est là qu'on va afficher principalement toutes les notices de dépréciation. Donc là, il y a ce petit panel ici avec le 25. C'est le nombre d'appels dépréciés dans le code que vous faites à un instant T quand vous affichez cette page. Je vous invite à aller voir ça et puis à aller faire quelques PR sur votre code pour les retirer tout simplement. Et je vous invite à faire ça tous les 6 mois. Comme ça vous permet de lisser l'investissement de la mise à jour au fil du temps et de toujours bénéficier d'une maintenance sur le long terme. Ces petites notices, elles sont déclenchées dans le code par cet appel, trigger error, le message à la place des 3 petits points, et puis user deprecated, c'est du PHP. Il n'y a rien de Symfony là-dedans. Donc c'est un standard, enfin c'est une pratique qu'on aimerait bien pousser, que Drupal a déjà adopté, que Doctrine va adopter si ce n'est pas déjà le cas. Je pense qu'il y a de plus en plus de projets qui se mettent à adopter cette pratique. Ce qui est génial, c'est que ça permet de se hooker avec un error handler custom. On peut écouter les notices qui sont silencieuses. Le c'est pour rendre la notice silencieuse, qui fait que par défaut en prod, vous n'en entendez pas parler. Et en prod, en réalité, on s'en fiche totalement des notices de deprecation. Le code, il tourne en prod. C'est ce qui compte. C'est quand on veut migrer qu'on s'intéresse à ça. Donc par défaut, c'est silencieux. Mais si vous mettez le bon error handler, qui lui va les loguer et va les agréger, vous aurez l'information. Donc ça veut dire que... Alors, où est-ce que vous allez en trouver des choses comme ça? Vous allez en trouver sur toutes les classes qui sont dépréciées. Donc au tout début du fichier, si vous ouvrez des classes dépréciées dans Symfony, vous verrez il y a le namespace, et juste en dessous, @triggerError, cette classe est dépréciée, merci d'utiliser autre chose, ou de ne pas l'utiliser. Ensuite, dans les chemins de code, évidemment, dans les méthodes, si vous passez par un chemin de code ou si vous utilisez une méthode dépréciée, là on va rajouter un @triggerError, cette méthode est dépréciée, merci, au revoir. Et ensuite, il y a des cas pour lesquels on ne peut pas déclencher du trigger error. Typiquement, une classe qui implémente une interface, si on déprécie l'interface, c'est quelque chose qu'on ne peut pas enlever. À cause de la promesse de backward compatibility, on ne peut pas retirer une interface d'une classe existante. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter juste la notation @deprecated sur l'interface
On ne va pas rajouter le add trigger error, parce que sinon ça va vous crier à la figure, et ce serait un faux positif. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va déléguer ça au composant debug de Symfony, qui lui va, au moment où les classes sont chargées, il va introspecter les classes dynamiquement, il va regarder la notation, et si c'est vous qui implémentez cette interface, et non pas Symfony, alors il va vous dire non, 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 ta classe, là, va falloir qu'elle arrête d'implémenter cette interface, parce que l'interface elle-même est dépréciée. Bon, évidemment, lisez la doc. Donc, changelog, pas changelog, c'est un fichier qui a la racine de Symfony. Si vous ne l'avez pas repéré, il est temps de l'ouvrir. Upgrade, encore plus important, puisque c'est là qu'on va vous dire de version en version ce qu'il faut changer, la nouvelle façon de faire. Les add deprecated, je vous en ai parlé, il y en a partout sur les méthodes, il y en a partout sur les classes, sur les interfaces dépréciées. Utilisez un IDE qui les comprend, PHP Storm, et puis la documentation officielle, évidemment, qui contient aussi des informations sur ces trucs-là. C'est bien gentil, mais dans la durée, comment on fait pour que ça marche? Parce que là, on a des principes, mais maintenant, on veut que les principes y convergent, et on veut que dans les années à venir, ça fonctionne et ça continue de fonctionner. Donc pour ça, il nous faut des process qui vont faire qu'on ne sortira pas des clous. La première chose, et qui est une chose qu'on a apprise, parce que quand on a sorti la 2.7 ou quand on a préparé sur la 2.7, c'est pas ce qu'on faisait. À l'époque, à partir de la 2.3, on a commencé à mettre des add deprecated un peu partout dans le code en disant bon, ce truc-là il est déprécié. Mais en réalité, il n'y avait aucun effet visible autrement que ces annotations internes. Et on s'est retrouvé à avoir un Symfony qui utilisait la partie dépréciée de Symfony. Donc Symfony n'était pas à jour avec Symfony, ce qui est un peu paradoxal. Donc ce qu'on fait maintenant, c'est qu'on impose aux auteurs des pull requests qui arrivent en disant moi je déprécie cette classe-là et je mets celle-ci à la place, on leur impose de faire ça dans la même pull request, tout simplement. Si vous voulez retirer du code dans Symfony dans la prochaine version, et si vous dépréciez du code, vous allez être obligé de mettre à jour tout Symfony pour ne jamais utiliser cette chose que vous dépréciez. C'est la base. Évidemment, la core team, son job, c'est de s'assurer que tout ça fonctionne, donc on va faire intervenir tous les membres de la core team et on va leur demander de relire toutes les pull requests et de s'assurer que du point de vue de la promesse de rétrocompatibilité, que du point de vue du chemin de migration continue, tout est OK. Donc c'est eux qui vont rappeler et qui vont dire attention, il manque une couche qui déclenche des warnings dans cet endroit-là, attention, là ça casse la compatibilité, etc. etc. Donc c'est pour ça aussi que les pull requests des fois ne sont pas évidentes, c'est qu'on passe beaucoup de temps à mettre en place ces couches de compatibilité et ces process pour que derrière, ce soit le plus transparent possible pour vous, pour avoir les nouvelles features. Donc il faut 2 votes de la core team pour qu'une pull request puisse passer. Et évidemment, l'intégration continue, donc tout ce qui est test automatisé, ça va nous aider. Et le but, c'est que l'intégration continue crie à la figure de l'auteur de la deprecation si jamais il n'a pas fait le boulot. Comme ça, c'est beaucoup plus sympa qu'un robot vous dise c'est rouge, c'est vert, vous savez, c'est très binaire, versus des gens qui ne sont pas forcément toujours très diplomates, des gens qui ne sont pas forcément toujours prêts à recevoir des commentaires. Donc soyez prêts à recevoir des commentaires. Et puis c'est pas grave si les formes ne sont pas toujours mises, je suis désolé si c'est le cas. C'est toujours très difficile d'interagir. Donc voilà, on préfère les robots pour des choses qui sont très mécaniques, parce qu'au moins c'est rouge, c'est vert, il n'y a pas de discussion, on parle après que tous ces trucs-là soient fixés. Si vous ne le faites pas, voilà le genre de choses que les robots vont vous afficher. Donc là, si dans une pull request, vous ne mettez pas à jour Symfony pour ne plus utiliser le code, la version dépréciée, on a un truc qui s'appelle le Symfony/PHP Unit Bridge, qui est en gros un PHP Unit avec des listeners et des petites choses branchées en plus. Et ces choses-là vont en particulier collecter toutes les notices de dépréciation et fournir un rapport à la fin des tests. Donc vous aurez la sortie standard, et si vous utilisez ça, vous avez la sortie standard des tests PHP Unit, là, la série de points avec des F éventuellement et des E qui traînent. Et à la fin, s'il y a du code déprécié, vous aurez un rapport qui vous dira dans tel message est déclenché ici 29 fois, dont 6 fois dans le test login with invalid CSRF token, etc., etc. Et de cette façon-là, de façon progressive, vous allez pouvoir fixer ça jusqu'à arriver à 0. Et à 0, le test va passer. Ça, c'est des choses que vous pouvez utiliser dès maintenant, et je vous encourage à utiliser dès maintenant dans votre propre CI. Vous le mettez dans la CI, éventuellement, vous le configurez, ce bridge, de telle sorte que dans un premier temps, ça ne casse pas, ça ne soit pas une fêlure du point de vue de votre CI, mais ça vous permettra quand même d'avoir une visibilité sur ça. Et puis après, vous allez pouvoir serrer les vis et puis faire que tous les 6 mois, aucune dépréciation ne sera autorisée dans vos process à vous. Je vous encourage à faire ça, de telle sorte que
vous puissiez bouger de façon transparente et facile d'une version à une autre. Alors, ce qu'on fait aussi dans Symfony, vous savez qu'on a tous les composants. Tous les composants sont indépendants, ce qui fait qu'on est capable de tester les composants 3.4 avec les prochaines versions 4.0. Et réciproquement, on est aussi capable de checker chacun des composants version 4 avec des dépendances, donc les autres composants dont ils ont besoin, en version 3.4. Donc en faisant ça, s'il y a une cassure de compatibilité, on va s'en rendre compte tout de suite parce que le composant va exploser. Le composant va exploser modulo le groupe legacy. Donc sur vos tests, ça c'est aussi quelque chose que vous pouvez faire, c'est qu'il y a des tests, le code déprécié doit toujours être testé évidemment. Donc lui, il va déclencher des notices de deprecation. Donc ce qu'on fait, c'est que ces tests-là, on leur met une annotation add group legacy, et de cette façon-là, le bridge PHP Unit sait que cette partie du code ou cette partie de la test suite a le droit de déclencher des notices de deprecation, et à l'inverse, la partie qui n'a pas le groupe legacy n'a pas le droit de déclencher une seule notice de dépréciation. Évidemment, quand on va tester 3.4 avec 4.0, comme 4.0, il y a des ruptures de compatibilité. Là, on va désactiver toute la test suite add group legacy, parce que sinon, ça ne marchera pas. Voilà, alors, rapidement, imaginons, vous faites un patch. La façon dont ça se passe, donc c'est toujours sur Symfony. Vous commencez par remplir le template pull request. Donc là, vous allez répondre à quelques questions. Les bug fixes sont toujours soumis sur la branche la plus vieille maintenue, la plus ancienne maintenue. Donc aujourd'hui, ça va plutôt être 2.7. Si jamais vous trouvez un bug en 2.7. Ensuite, il faut remplir le petit questionnaire. Est-ce que c'est un bug fixe, une nouvelle feature? Est-ce qu'il y a un BC break? Est-ce qu'il y a des deprecations? Est-ce que les tests passent? Il n'y a qu'une seule réponse possible. Quel ticket ça fixe? La licence, c'est forcément MIT, c'est la licence de toute la base de code. Et puis, est-ce qu'il y a une référence vers la documentation? Éventuellement, c'est important de le remplir, remplissez-le bien. Voilà, par exemple, vous avez appuyé sur le bouton soumettre, félicitations. Évidemment, la test suite se déclenche tout de suite. Pareil, en interne, faites la même chose. Je pense à FabBot, là, qui est le petit robot de code style, le code style checker. Ne faites pas de review en interne sur le code style, ça ne sert à rien, c'est du temps perdu pour tout le monde. C'est des discussions à n'en plus finir. Prenez un robot, le robot met tout le monde d'accord, c'est lui qui fait le boulot. Faites vraiment ça et mettez ça dans votre CI, c'est indispensable. Aussi, les autres lignes sont également indispensables. Donc, lancez les tests. Donc là, on a des tests sur Windows et des tests sur Travis pour tout ce qui est Linux. Donc ça va être la matrice pour Linux. Donc comme vous voyez, on teste toutes les versions de PHP, de HHVM, même si HHVM sera plus supporté dans la version 4. Et puis, on va aussi tester les composants de façon croisée. C'est les deux dernières lignes, depth égale high et depth égale low. Ça veut dire, tu prends 3.4 et tu testes avec 4.0, et il y a une autre ligne, c'est tu prends 4.0 et tu testes avec les dépendances en 3.4. Et comme ça, la CI va secouer les tests en essayant de tester un maximum de combinaisons possibles, donc version de PHP, version croisée de composants, pour vérifier que tout est toujours d'équerre et que ça marche. Sous Windows, c'est pareil. Donc merci à Adveyor pour nous fournir une CI Windows qui marche très bien. Sur la CI, petit conseil, voilà, petites idées, réflexions. La CI, c'est sympa, ça lance les tests. Lancer les tests, c'est quelque chose qui, vous savez, pour les tests, il y a des millions de combinaisons possibles pour vérifier que ça marche. On peut imaginer, donc là on teste les versions différentes de PHP, mais en réalité, si vous raisonnez et réfléchissez à toutes les façons de tester votre code, il y en a une combinatoire assez importante. Windows, Linux, version de PHP, version croisée de composants. Si vous multipliez cette matrice-là, vous obtenez énormément de jobs. Donc, optimisez la CI et essayez. Alors, la première chose, c'est essayer de faire que votre CI soit rapide. C'est très important. C'est très important sur Symfony. Sur Symfony, la test suite passe en 5 minutes par job. C'est réglé. Comme les jobs tournent en parallèle, en général, en un peu plus de 5 minutes, les auteurs de pull request ont un retour. C'est fondamental pour que le projet fonctionne. Si la CI ou si chaque pull request nécessitait ne serait-ce qu'une demi-heure pour donner un petit vert au rouge, ce serait une catastrophe pour les contributions. Les gens partiraient tout simplement parce qu'on a autre chose à faire que d'attendre la CI. Et j'imagine que c'est pareil chez vous. Essayez de passer un peu de temps, et on a passé des heures sur ce truc-là, pour que la CI soit réactive, pour que le feedback arrive rapidement et que vous fassiez des itérations rapides pour améliorer ce truc-là. Donc, prédictible, ça c'est le deuxième mot. Prédictible, ça veut dire que tout ce qui est test, transient, les trucs qui pètent une fois sur 5, essayez de les travailler, essayez de comprendre pourquoi et de trouver des manières de faire pour que ça pète pas et que ce soit toujours reproductible. C'est difficile, mais ça nécessite encore du temps, mais ça vaut le coup. Parce que sinon, il y a une histoire de confiance, et la confiance dans la CI, c'est fondamental.
Les jobs, essayez de les compacter ou de les faire tester le maximum de combinaisons possibles en même temps. Sous Windows, c'est l'exemple, je vais prendre cet exemple sur Symfony. Sous Windows, on teste évidemment Symfony sous Windows, mais on teste en même temps Symfony sans aucune extension PHP, et on teste aussi Symfony avec toutes les extensions PHP activées, tous les DLL qu'on peut trouver. Le fait que la CI tourne sans aucune extension, ça veut dire qu'on a tous les skips qu'il faut dans les tests, et on va s'en rendre compte très rapidement si ce n'est pas le cas. Donc comme ça, voilà, on teste en un seul job, on teste un maximum de combinatoires possibles en essayant de mettre le plus d'embûches possible sur le chemin des tests pour que finalement, si toutes les embûches passent, ça veut dire que le boulot est plutôt pas mal fait. Vous pouvez aussi, alors les jobs tournent en parallèle, mais à l'intérieur des jobs, vous pouvez aussi lancer les choses en parallèle de nouveau. Et là, c'est aussi ce qu'on fait, c'est-à-dire que quand on lance le job PHP 5.3, on lance tous les composants, les 48, en parallèle. Ça va beaucoup plus vite. Sous Windows, c'est pareil. Sous Windows, le PHP Unit Bridge va s'occuper pour vous de monitorer et de lancer tous les tests en parallèle. Ça peut fonctionner sur votre CI, c'est fait pour. Et du coup, c'est comme ça qu'on gagne de la vitesse, évidemment. Pour tout ce qui est prédictibilité, le PHP Unit Bridge vous fournit un mock pour l'horloge et pour le DNS. Ça tombe bien, vous dites à ce système que l'heure, c'est telle seconde exactement, et de cette façon, le temps ne bouge plus. Et tout ce qui est tests qui ont besoin d'attendre 2 secondes et de vérifier qu'à la fin, le compteur de temps a assez bien incrémenté seulement de 2 secondes, va être reproductible parce que vous aurez mis une horloge virtuelle, factice, qui va prendre le relais et qui vous donnera tout le temps des résultats connus. Alors après, une fois que vous avez fait ça, il y a un truc qui s'appelle le stuffing. Donc là, c'est Stuff qui vient et qui vous fait des commentaires. Donc là, je dis stuffing, c'est une petite blague, mais évidemment, il y a des reviews. Ensuite, la core team va voter, je vous en ai parlé. Et puis, c'est parti en merge. Alors, quand on merge, donc ça, c'est la partie dont la core team va s'occuper, les mergers. Évidemment, on va regarder la liste des pull requests. Donc là, c'est le screenshot, il y en a 165, mais c'est à peu près le nombre de croisières. Donc, on essaye régulièrement de prendre cette liste-là, de faire des reviews, de faire avancer les choses. Quand il y a une pull request qui est prête, on a un petit outil qui va merger, enfin qui va nous permettre de merger, donc on l'appelle GH, GitHub, merge, le numéro de la pull request. Éventuellement, on change la branche parce que éventuellement l'auteur de la pull request n'a pas forcément choisi la bonne branche, c'est pas grave, on va être capable de changer ça. Et puis, on a ensuite ce petit robot qui va nous aider à faire le merge comme il faut. Une fois que tout est mergé, c'est pas fini, parce que dans Symfony, on maintient toutes les versions en même temps. On maintient 2.7, 2.8, 3.3, 3.4 et 4.0, dans un mois en tout cas, on va maintenir ça en même temps. Et donc, comme les bugs sont mergés en 2.7, mais le bug existe aussi certainement en 3.4, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la branche 2.7, on va la merger dans 2.8, 2.8, on va le merger dans 3.3, et 3.3, on va merger dans 3.4, et de cette façon-là, le bug va remonter jusqu'à la version, la dernière. Et ça, c'est un boulot qu'on va faire une fois par semaine, enfin, ça dépend des jours, et ça dépend de l'activité qu'on veut avoir là-dessus, mais c'est un boulot qui est fait manuellement. Donc, il y a des conflits à résoudre, hein, évidemment, parce que le code de 7 n'est pas le même que le code en 3, donc il y a des endroits où il y a des changements qui sont importants. Mais voilà, c'est comme ça qu'on arrive à gérer toutes ces branches en même temps. Et ça marche plutôt bien. En réalité, les merges se passent plutôt bien si on fait attention à ce que le code reste similaire pour les endroits où il peut rester similaire. Donc, pas faire des changements de code style dans les versions 3, alors qu'en version 2, on ne les applique pas, ce qui fait que là, pour le coup, ça fait des conflits gratuits qu'on n'a pas envie de payer. Alors ensuite, tous les mois, tous les 6 mois, tous les 2 ans, on fait la releasing. Le releasing, c'est une pull request dans laquelle on liste le changelog. Alors, le merge va nous permettre de générer, donc l'outil précédent va nous permettre de générer des commits de merge qui ont un format particulier, et ce format particulier va nous permettre de générer automatiquement les changelogs. Donc là, c'est comme ça qu'on a les features et la liste des features pour le changelog. Ensuite, il y a plein de choses qui se passent. Je vais essayer de vous en lister quelques-unes, mais qui se passent derrière, qu'on fait au moment de la release. Donc, on va générer les changelogs. Donc, c'est un fichier qu'on va aussi committer, qui fait partie de la pull request précédente. On va revérifier les tests. On va taguer Symfony, en le signant, évidemment. Et puis, on va taguer aussi tous les splits. Parce que ce que je vous ai raconté là, évidemment, ça s'applique 48 fois, multiplié par le nombre de versions maintenues. Donc, ça fait vite 200 fois, en fait. Donc, on fait 200 releases, en général, à chaque fois qu'on fait une release. Donc, c'est automatisé. Et on va pusher ce tag qu'on vient de taguer sur le repo principal, on va le pusher aussi sur tous les splits, donc sur tous les composants indépendants. On va pusher ça sur Packagist, évidemment. Alors Packagist, je ne sais pas si c'est encore le cas, mais il avait l'habitude de se casser la gueule parce que 200 tags d'un coup, c'est une charge qu'il avait du mal à encaisser. Donc là, on appelle Jordi, on dit « Coucou Jordi, est-ce que tu veux bien rallumer Packagist, s'il te plaît ?»
Et voilà, la release se passe bien, on vérifie que tout est OK, que tout est synchrone, parce que comme tout ça, ça pousse et que c'est des robots, bah, il peut y avoir des problèmes de réseau, et c'est des choses qui sont arrivées par le passé et qui arrivent encore. Donc on a des retries et des choses comme ça pour vérifier que ça marche bien. On a un blog post qui est publié et qui est généré automatiquement, avec le changelog en gros. On met à jour Symfony.com parce que sur Symfony.com, il y a une API avec un JSON que vous pouvez récupérer qui vous donne la version de Symfony, ou les versions de Symfony supportées. On a des trucs satellites. Donc les trucs satellites, c'est Sensio Framework Extra Bundle, c'est la Standard Edition, même si celle-ci elle est en train de mourir, grâce à Flex. On a Twig aussi, pour lequel on va faire des releases, évidemment. Alors c'est pas exactement synchronisé, mais ça fait partie des choses qu'on va réaliser, etc. Il n'y a pas beaucoup d'etc., mais voilà ce qui va se passer. On va aussi créer une nouvelle branche tous les 6 mois pour les versions mineures. Donc là, la branche 3.4 ou 4.0 n'existe pas encore, mais on va la sortir en même temps que la release qui aura lieu dans un mois. Et puis à ce moment-là, vous, de votre point de vue, tout ce que vous faites, c'est Composer Update et vous récupérez tout ça. Facile. Alors j'ai un petit récap quand même, des petits trucs que je voulais vous mettre en conclusion rapide. Les process, c'est fait pour vous aider. Peut-être que ça vous paraît compliqué, mais ce qui serait compliqué, c'est de faire tout ce qu'on fait sans les process. Donc les process, c'est fait pour vous aider. Le repo monolithique et les subtree splits, c'est génial. Pour Symfony, pour Blackfire, à mon avis, pour vous aussi. La CI, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais arrangez-vous pour qu'elle couvre le maximum de cas possible et qu'elle tourne vite. C'est aussi très important d'investir là-dessus. Utilisez le PHP Unit Bridge. Ça ne sert à rien d'utiliser PHP Unit directement. Il a moins de features, c'est moins bien intégré. C'est pour ça qu'on a fait ce bridge, évidemment. PHP Unit, c'est génial. Et quand il y a le bridge en plus, c'est encore mieux. Il y a la question de la 3.4 LTS. C'est un concept que les gens challenge. Est-ce que c'est utile d'avoir une LTS? Autant faire des migrations tous les jours. Moi, ce que j'ai tendance à dire, c'est la 3.4 LTS, le raisonnement, c'est de dire, quand j'ai un projet totalement stable sur lequel il n'y a plus d'investissement, c'est bien de s'arrêter en LTS et de dire, celui-là, il ne va plus trop bouger, les devs peuvent passer à autre chose. On s'arrête à une LTS, merci, c'est cool. C'est ce que j'appelle un projet gelé, un projet très stable. Par contre, si vous êtes sur un projet qui est votre produit, sur un projet qui est actif, là, je vous invite à utiliser la LTS nouvelle génération. Et la LTS nouvelle génération, elle commence avec la 4.0. Vous commencez en 4.0 et puis tous les 6 mois, vous faites la migration. Comme ça, vous avez 4.0, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 et encore 3 ans. Ce qui fait que vous avez plus de 6 ans de support actif de bugs. Évidemment, vous avez un petit effort à faire, c'est que tous les 6 mois, vous payez la migration. Ce qui devrait être pas grand-chose, surtout si vous lissez dans le temps. Donc voilà, je vous invite à faire ça et à considérer que c'est la nouvelle façon de faire la LTS. La nouvelle LTS commence avec la 4.0. Merci. On a le temps pour 1 ou 2 questions. J'ouvre Slido, voir s'il y a des trucs. Bonjour. Bonjour. Merci déjà pour la conf. Je voulais revenir 2 petites secondes sur l'histoire du repo monolithique et du split en plusieurs repos. Comment le robot déjà organise le split au niveau commit? Parce que j'imagine qu'il y a des commits qui sont mis à chaque fois qu'une PR est mise à la disposition sur le repo principal. Et au niveau intégration continue, est-ce qu'elle s'applique sur les repos read-only ou sur le repo principal? Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que vous avez le choix. C'est l'intérêt de la stratégie. Alors, le subtree splitter, donc le robot qui attend, lui, il attend sur les merges. Donc, dès que vous mergez, il s'allume et il fait son boulot. Donc, il répète tout ça sur tous les repos. Ce qui est intéressant avec ce truc-là, c'est que c'est répétable. C'est-à-dire que si vous détruisez les subtree splits, vous demandez au subtree splitter de régénérer les subtree splits parce que à partir du repo principal, et vous aurez les mêmes chats de commit. Donc bon, ça c'est une première partie de la réponse. Pour la CI, c'est comme vous voulez. Sur Symfony, on fait tourner la CI sur le repo monolithique. Sur Blackfire, on fait tourner la CI sur chacun des composants à partir des subtree splits. Merci.